Michel Jarraud, bonjour. Bonjour. La taxe carbone, on en parle beaucoup en ce moment. Est-ce qu'elle a du sens finalement si elle n'est pas globalisée? Alors, quand on parle effectivement du carbone, et je crois que c'est vrai, pas seulement pour le carbone, mais d'autres ressources comme l'eau ou autre chose, il faudra tôt ou tard qu'on arrive à mettre un vrai prix là-dessus. Alors, effectivement, d'un point de vue économique, et là je ne suis pas un économiste, donc moi je parle plutôt du point de vue scientifique, je crois qu'il est important d'avoir un accord global pour ne pas qu'il y ait d'approches différentes suivant les pays qui puissent modifier l'équilibre. Mais ce que je crois qu'il est important, c'est que, quelle que soit la décision, cette décision soit prise sur les bonnes études scientifiques, sur les bonnes données. On peut prendre des décisions dans l'absolu, mais si elles ne sont pas basées sur des faits, je crois qu'on risque fort d'arriver à des échecs. Vous avez parlé d'impact de changements climatiques qu'on ignore. Quels sont ces changements en particulier sur lesquels on devrait porter une très grande attention? Alors, il y a des tas de choses qu'on sait. On sait que les gaz à effet de serre atteignent des concentrations records, on sait quel est l'impact sur la température, sur le cycle hydrologique, mais il y a un certain nombre de questions sur lesquelles il faut qu'on travaille plus. Je vais vous donner peut-être quelques exemples. Par exemple, le rôle des nuages. Les nuages jouent un rôle très important dans l'effet de serre. Certains types de nuages ont tendance à l'accentuer, d'autres à le diminuer. Donc là, il y a des efforts de recherche un peu plus importants à faire. Également, au niveau de l'océan, quelle est la capacité la plupart du CO2 est absorbé par l'océan. Et on ne connaît pas encore suffisamment bien le cycle du carbone dans l'océan. Donc là, il y a des efforts de recherche à faire. Également, quel est l'impact sur un certain nombre de phénomènes extrêmes? Prenons un exemple, je pense que tout le monde a entendu parler du phénomène El Niño. Donc, le phénomène El Niño résulte d'interactions compliquées entre l'atmosphère et l'océan, en particulier l'océan Pacifique. Et une des questions, c'est est-ce que le changement climatique va se traduire par des phénomènes El Niño plus fréquents ou plus intenses? Et ça, on ne le sait pas complètement. Alors pourquoi cette question est importante? Y compris pour par exemple les ouragans. En période El Niño, il y a tendance en moyenne à y avoir moins d'ouragans dans les Caraïbes. La Niña, le contraire de El Niño, c'est le contraire, et il y a tendance à y avoir plus d'ouragans. Donc si on veut pouvoir répondre à la question sur les ouragans, il faut qu'on puisse répondre à la question sur El Niño. Mais ceci étant, je ne voudrais pas, et parfois les sceptiques utilisent ces quelques questions résiduelles pour dire, vous voyez, il y a des questions auxquelles on n'a pas la réponse, donc il est urgent d'attendre. Non, c'est tout le contraire. On a suffisamment de réponses pour montrer qu'il est urgent d'agir le plus rapidement possible. Et les questions résiduelles ne doivent pas être une excuse à l'inaction. Alors agir justement, c'est le but des conférences sur le climat. Il y aura bientôt la conférence Paris Climat 2015. En quoi elle peut se distinguer de toutes les conférences organisées depuis 1992 et dont on s'accorde à dire qu'elles sont plutôt des échecs? Écoutez, je ne le présenterai pas comme un échec complet, parce qu'il y a toute une dynamique qui est en train de se mettre en place. Cette dynamique est lente, et trop lente, mais il y a quand même eu des progrès importants. Par exemple, les pays se sont mis d'accord sur le fait qu'il fallait essayer de limiter le réchauffement à moins de 2 degrés. C'est important comme décision. Après, la question suivante, c'est comment mettre ça en œuvre. Les pays se sont mis d'accord sur le fait de créer un fonds pour aider les pays en développement à s'adapter au changement climatique qu'on ne pourra pas éviter. Il y a eu toutes sortes de décisions très importantes. Donc la dynamique est en place, mais cette dynamique n'est pas suffisamment rapide. Donc la question de Paris, c'est de l'accélérer. Je pense que vous avez entendu parler du protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto devait expirer déjà il y a quelques années. Il a été prolongé. Mais si on veut mettre en place un mécanisme après Kyoto, il est essentiel qu'un accord soit trouvé à Paris. Alors cet accord, ce qu'il faut aussi réaliser, c'est que les règles du jeu, le contexte a changé par rapport à Kyoto. À l'époque, les plus gros émetteurs, c'était les États-Unis, les pays industrialisés en général, et maintenant, les nouveaux acteurs émergents deviennent des contributeurs importants. La Chine a dépassé les États-Unis comme l'émetteur principal de CO2. Donc, si on veut un accord qui marche, il faut absolument que les pays émergents fassent partie de l'accord. Et c'est vrai que c'est toute une difficulté entre les responsabilités historiques, les responsabilités actuelles, les transferts de technologies, les mécanismes de financement. Je crois qu'il ne faut pas être naïf là-dessus. Ce sont des négociations très compliquées. Il faut absolument les aborder avec ambition, parce que
on peut encore limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, mais pour ça, il faut prendre des décisions courageuses et des décisions fortes à Paris. Donc oui, c'est encore possible de limiter le réchauffement à moins de 2 degrés, mais pour ça, il faut agir. Michel Jarraud, merci beaucoup. Merci.